Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Info Télévision. Alors, si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307. Alors, nous sommes aussi en direct sur la page Facebook Info TV Cameroun. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de femmes. Talent de femme aujourd'hui reçoit une dame, pas des moindres, comme je le dis souvent, qui fait dans l'enseignement, une femme intellectuelle. Aujourd'hui, je pense que c'est une femme quand même assez exceptionnelle parce qu'elle a un parcours aussi exceptionnel avec le domaine de l'histoire-géographie. C'est vrai quand même qu'on a reçu déjà une géographe aujourd'hui, mais on va parler spécifiquement d'une historienne, pas n'importe lesquelles, une professeure titularisée qui est à l'université de Yaoundé 1, l'université mère, qui viendra nous parler de son parcours, néanmoins de ce qu'elle a pu accomplir durant toute sa carrière. On sait qu'elle n'est pas encore en retraite, mais elle va nous parler un peu de ses activités. Alors sans plus tarder, nous allons prendre la première phase qui n'est autre que découverte. Alors, comme je vous disais dans le thème, surtout ne bougez pas, on va recevoir une dame justement qui a su marquer son milieu et l'émission est très attendue car elle a beaucoup d'étudiants qui sont passés par son école et qui m'ont dit, Odile, nous serons scotchés dès qu'il sera 13h30 car nous espérons revoir cette dame quand même qui nous a marqué durant nos études. Alors, on va recevoir Madame Wayanka Bongeng Oyongmen Virginie. On va dire professeur parce que vous êtes quand même professeur à l'université. Oui, c'est le titre. Oui, Bon. bonjour. Alors, on sait que vous êtes professeur titulaire d'histoire de l'Université de Yaoundé 1, instructeur civil à l'école des officiers de gendarmerie, conférencière à l'École nationale de guerre du Cameroun. C'est vrai qu'il y a vous avez beaucoup de casquettes, mais il faudrait qu'on sache aussi quelle est la toute première femme à accéder au grade de professeur titulaire en histoire au Cameroun. Alors, ça vous a fait quoi d'être cette toute première femme qu'on a pu avoir, notamment dans ce département si cher au Cameroun? Mais déjà, pour l'invitation. Mm. Qu'est-ce que ça m'a fait d'être première femme? Honnêtement, pas grand-chose. Mm. Pas grand-chose. Parce Mais que vous avez quand même c'est... ouvert les vannes, parce qu'on sait quand même que les femmes à l'époque n'avaient pas justement accès à peut-être certains postes, ou bien peut-être n'arrivaient pas à ce niveau. Mais vous êtes la toute première au Cameroun, il faut le rappeler aussi. C'est vrai, mais vous savez que la femme, l'évolution de la femme est très compliquée dans toutes les administrations. Alors, je suis arrivée au département d'histoire, j'avais deux aînés, Mm. le docteur Chatap et puis le docteur Ebenet. Le docteur Chatap est allé en retraite chargé de cours et le docteur Ebenet a des problèmes de santé. Et je me suis fixé un objectif. Déjà lors de mon recrutement, c'était d'atteindre le magistère. Ah, d'accord. Oui, d'atteindre le magistère et j'ai fait tout ce qui était à mon possible. J'ai travaillé durement pour arriver à ce grade. Donc, à l'issue, véritablement, je ne sais pas si on peut être content, si on peut jubiler, mais il y a comme une paix Mhm. intérieure Voilà. d'avoir fait l'essentiel. Mm. Donc, je pense avoir fait l'essentiel et puis j'espère avoir pu booster, mais je crois que je l'ai même fait, booster les cadettes Mm. qui sont également en train de suivre la même voie. Oui, je pense que vous avez quand même boosté parce que au partage, n'est-ce pas, de la fiche de l'émission, on a vu beaucoup de réactions de vos étudiants et même de vos grands frères. On va parler notamment du professeur Dikoumé qui est à Douala, à qui on passe le bonjour. Alors, vous avez quand même eu un parcours assez élogieux. Est-ce qu'on peut parler un peu de votre parcours? Qui est Madame professeur Wayanka Bogeng on va citer tout le nom, à Youngman Virginie. Alors, dites-nous un peu. Vous savez, il est difficile de parler de soi, hein, Oui, c'est un peu qui difficile, je mais suis. néanmoins, ici, c'est peut-être la tradition, hein? Je suis une Camerounaise. Ouais. Je suis du centre, du Mbaminoubou. Hmm. Je suis lémandé. C'est vrai que beaucoup de gens ne savent pas. Les Mandés se situent à quel niveau? À Bokito, À Bokito, oui, nous d'accord. sommes, c'est un peuple de montagne. Nous Ouais. sommes On dit dans les souvent les montagnes. Bafia, les Yambassa. Oui, Ouais. à Bokito, il y a les Yambassa, il y a les Lémandés. Les Moi, je suis Limandés. Lémandé, je suis du D'accord. village Tobagne. Oui, Et je suis enfant d'officier. oui. Je suis enfant d'officier et vous comprendrez pourquoi j'ai choisi la branche histoire militaire parce que j'ai vécu longtemps dans les garnisons militaires. Oui. Alors j'avais le choix entre être militaire ou aller ou universitaire parce que aussi dans la famille on avait
des militaires et des universitaires. Mais la balance a penché pour l'université. Pour Donc, l'université, d'accord. j'ai suivi des cours normalement, j'ai évolué, je crois, normalement également. Ah, toujours avec cette humilité que vous avez, vous pensez, vous avez Oui, pourtant bien évolué aussi, hein? oui, vous savez, si vous n'avez pas la volonté, vous ne pouvez pas arriver où vous voulez. Et puis, il faut aussi dire que la présence des résistants anonymes n'a pas été moindre. Oui. Parce que vous demandez quelque chose, vous mettez tout en œuvre et le reste, c'est les résistants anonymes qui le font. Alors, on va toujours recommencer dans cette même lancée. Comment a été votre parcours quand vous faites l'école primaire, vous arrivez au secondaire? Ça se passe comment? Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Qui ont été vos maîtres avant à penser? Peut-être, il y a toujours quelque chose le déclic, c'était quoi pour l'histoire, d'avoir choisi l'histoire géo? Surtout Euh, en tant que femme, vous savez, à l'époque, les femmes, c'était beaucoup plus sociologie et peut-être on n'allait pas très loin aussi. bon, disons que l'école primaire, je ne peux pas me souvenir de mes maîtres parce que j'ai fréquenté, comme je vous disais, dans les garnisons militaires. Ouais. Et on avait parfois des militaires qui nous donnaient des cours. Ah, des militaires, ok, Oui, des d'accord. militaires qui nous donnaient des cours. Et puis j'ai fait le secondaire, j'ai fréquenté ici à Yaoundé. J'ai fréquenté à Yaoundé, j'ai fréquenté à Douala. Et je suis allée à l'université. En allant, lorsque j'arrive à l'université, mon premier choix, c'était le droit. Je Ah, le voulais droit. faire le droit. Et lorsque mon papa a vu mes relevés de notes, il a constaté que j'avais de très bonnes notes en histoire-géo. Il m'a dit, va, tu peux faire histoire-géographie. C'est comme ça que je me retrouve au département d'histoire-géographie. Et j'ai retrouvé C'est falche, c'est ça, non? la FALCH Ok. à l'université de Yaoundé 1. Je me retrouve au département d'histoire-géographie qui devient par la suite département d'histoire. Et vraiment, mon parcours, il y a quelque chose je dirais, peut-être amusant. Parce que lorsque j'arrive après ma licence, je dis je veux plus continuer parce que j'avais eu quelques soucis en licence. J'ai dit je ne veux plus continuer, je vais arrêter les cours. C'est l'un de mes maîtres, le professeur Albert François Dikoumé, qui m'a dit tu vas continuer, tu as des capacités pour continuer. Je lui ai dit non, professeur, je ne veux pas continuer. Il m'a dit tu vas continuer. Et s'il regarde cette émission, vraiment, je lui tire un coup de chapeau et vraiment, je le remercie. Et dans la même lancée, j'ai eu des maîtres comme le professeur Daniel Abois, Oui. le professeur Jean Koufane, le professeur Tierno Motaba, Ah, monsieur Tierno, oui. oui, qui m'ont encadré dans ce que je voulais faire. Mais ça n'a pas été chose facile, hein, vous savez. Bah, écoutez, rien dans la vie n'est facile, il Oui, faut le rappeler. justement. Aujourd'hui, vous êtes une femme, il faut donner la voix aussi aux autres femmes, de dire aux jeunes étudiants, peut-être qu'ils vont choisir cette branche, de travailler beaucoup, parce que le travail ardu paye toujours. Il faut toujours se lancer, notamment avec détermination, passion, pour atteindre un objectif. Je vois, il y a beaucoup d'appels. Essayez d'envoyer des SMS, parce qu'ici, on ne reçoit pas d'appels. Merci. Alors, professeur, on va revenir sur vous. On parle de histoire, géographie. Aujourd'hui, les jeunes, peut-être les conseillers d'orientation, n'ont peut-être pas cette capacité de peut-être mieux orienter les jeunes, notamment concernant l'histoire géo. On peut parler peut-être de débouchés. Quels peuvent être les débouchés, vous, en tant qu'enseignante d'histoire-géographie? Non, Histoire, voilà, histoire, oui, voilà. En histoire, nous avons plusieurs spécialisations. Oui. Il y a l'histoire politique, il y a l'histoire des relations internationales, il y a l'histoire des civilisations et des religions, il y a l'égyptologie. D'accord. Et maintenant, dans l'histoire politique, il y a l'histoire économique et sociale que j'ai oubliée. Et vous avez, dans l'histoire politique, tout fait relatif à l'évolution politique du Cameroun. Et dans cette histoire politique, justement, il se trouve l'histoire, on peut y trouver l'histoire militaire des étudiants qui décident de travailler en histoire militaire. Et c'est en histoire militaire que j'ai orienté, je me suis orientée parce que j'ai estimé que j'avais beaucoup de choses à voir. Donc l'étudiant aujourd'hui, s'il vient au département d'histoire, il ne sera pas déçu parce que la diplomatie, vous trouvez, les meilleurs diplomates sont des historiens, les meilleurs journalistes sont des historiens parce qu'ils ont cette connaissance, n'est-ce pas, qu'on demande, cette grande culture qu'on demande à tout homme qui a fait des grandes études. Donc, si un jeune veut venir en histoire, vraiment, il ne sera pas perdu.
Oui, parce qu'il y a souvent, on se dit, bon, tiens, voilà, après avoir obtenu un diplôme en histoire, qu'est-ce qu'on va devenir, où est-ce qu'on pourrait aller? Mais donc, le professeur est là aujourd'hui pour nous dire, tiens, si vous avez un diplôme en histoire, il y a plusieurs débouchés. Et c'est vrai qu'on a parlé d'égyptologie. Aujourd'hui, on parle d'histoire. On voit la jeunesse camerounaise, peut-être même africaine, qui aujourd'hui est quelque part un peu spoliée de sa véritable histoire, si je peux le dire ainsi. Certains Africains peut-être ne connaissent pas bien leur histoire. C'est vrai que l'histoire, on la raconte dans les livres, dans les ouvrages aussi. Pourquoi, à quoi est dû ce manquement qui est rencontré aujourd'hui face à justement cette histoire d'Afrique de nos ancêtres, peut-être l'histoire identitaire qui nous est peut-être inconnue aujourd'hui? La première des choses que je puisse dire, c'est que les Camerounais, je vais prendre le cas des Camerounais, hein, les Camerounais n'aiment pas lire. Combien de livres les historiens ont produits et qui chôment dans des bibliothèques? Les Camerounais n'aiment pas lire. Si nous voulons connaître notre histoire, que l'on commence par lire. Parce que comme les économistes ont coutume de dire, le développement ne vient pas d'ailleurs, il commence chez nous. Donc commençons déjà par connaître notre histoire. Et en stratégie, on dit, et même en philosophie, on dit connais-toi toi-même. Tu peux pas ne pas te connaître et vouloir faire ce que les autres, connaître l'histoire des autres. Ouais. Donc les Camerounais, la jeunesse, a besoin de repères forts. Et pour avoir ces repères forts, bien évidemment, ça commence dans la cellule familiale, Oui. et puis après, au niveau des écoles et autres. Oui, alors aujourd'hui, je parlais justement d'histoire parce qu'on a quand même l'histoire. Il y a beaucoup de femmes même qui ont marqué l'histoire d'Afrique, peut-être l'histoire du monde. Nous avons la reine Makeda, la reine Zinga, la reine Amina. Je ne sais pas si vous avez vous êtes quand même historienne. Aujourd'hui, qui ont quand même marqué les femmes dans l'histoire. Et aujourd'hui, les jeunes ne connaissent pas réellement cette histoire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la jeunesse connaît plutôt l'histoire gréco-romaine? On est beaucoup plus ancré dans l'histoire occidentale. C'est quoi justement cet abandon peut-être de nos racines? Déjà, au niveau du secondaire, parce que j'ai été enseignante dans un lycée de la place, au secondaire, les programmes ne sont pas très orientés vers l'Afrique. Il n'y a qu'en classe de quatrième où on a un cours sur les grands empires. Et je dirais que c'est pas forcément les enfants qui ne veulent pas apprendre leur histoire, mais ce sont les programmes qui sont constitués à cet effet. Parce que chez nous, en histoire, par exemple, en fac, on a un cours en première année sur les grands empires également. Et quand on évolue, véritablement, il n'y a pas de cours spécifiques à l'Afrique, c'est-à-dire la connaissance profonde de l'Afrique. Parce que si vous avez un semestre, vous présentez un cours sur l'Afrique, parfois c'est léger. Mais aujourd'hui, avec la refonte des programmes, parce qu'il y a eu une refonte de programmes au niveau de l'université, la FALCH, de l'université de Yaoundé 1, je crois que de plus en plus, on verra des programmes, n'est-ce pas, concentrés sur l'histoire de l'Afrique. Ouais. Bah, vous verrez, mais c'est pas encore réellement mis sur pied Non, aussi. c'est déjà cette année, les premières années, on a commencé avec les premières années et ça va aller progressivement. Ça va aller progressivement. Alors aujourd'hui, on parle de l'histoire, qui est l'écriture des faits, de l'évolution de l'humanité aujourd'hui. Vous êtes dans l'histoire militaire, vous enseignez également, vous êtes conférencière à l'école nationale de guerre aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi l'école de guerre forcément? Je n'ai pas choisi l'école de guerre. Ils sont venus vers moi. Ah, ils sont venus vers vous, hein? Oui, parce que je suis spécialiste d'histoire militaire. Et je pense que si on demande, ils veulent des enseignements en histoire militaire, il est normal d'aller vers les spécialistes pour pouvoir donner ces enseignements. Donc, je fais partie des spécialistes d'histoire militaire. Alors, c'est vrai que vous êtes aussi instructeur. Qu'est-ce que vous enseignez déjà à l'école militaire? Parce que j'aimerais bien savoir ce que vous enseignez. Bon, ben, à l'école, je prends le cas de l'école d'état-major. Au sein de l'EMIA, je donne des cours d'histoire militaire. D'accord. C'est-à-dire la connaissance de l'histoire militaire, les grandes figures militaires, D'Afrique ou bien camerounaises? camerounaises D'accord. et d'Afrique. Je donne la pacification du Cameroun, la naissance de l'armée camerounaise. J'ai une série de cours que je donne sur le fait militaire.
Et c'est pareil pour l'école de guerre où j'entretiens les conférenciers sur la Première Guerre mondiale au Cameroun et il y a d'autres enseignements. Donc c'est purement de l'histoire militaire. Contrairement en fac où je suis généraliste, là-bas c'est purement... En fait, vous êtes généraliste et à l'EMIA, c'est l'histoire militaire essentiellement. Oui, c'est l'histoire militaire ce que j'ai fait. Vous vous plaisez dans ce domaine aussi Mais bien sûr, on ne fait que ce qu'on aime. Non, mais écoute, il y a une guerre déjà en Russie, Ukraine-Russie. Quel est votre mot face à ce conflit, par exemple? Mais vous savez, là, je replonge un peu dans ma posture d'historienne. Ouais. On observe ce qui se passe et on ne peut véritablement pas rentrer en plein, c'est-à-dire dans l'analyse de ce problème. Parce qu'il y a d'un côté une puissance, une superpuissance, et de l'autre côté, il y a les États-Unis et l'OTAN. Donc, je pense qu'il faut y aller c'est-à-dire les analyses doivent aller, c'est-à-dire on doit marcher sur les œufs pour pouvoir analyser ce problème. Parce que ça relève d'une guerre hautement stratégique. D'accord. Oui, c'est hautement la stratégie. Bon, c'est une guerre d'intérêt aussi, il faut le Oui, rappeler. intérêt, mais aussi stratégique, parce que c'est celui qui saura, vous savez, la stratégie. Mais c'est vrai qu'il y avait eu la dislocation de l'ex-URSS aujourd'hui. Oui, ben, les États se sont... oui. Les États se sont, en 90, avec le vent de l'Est et Gorbatchev qui... Vous voyez. Donc, les États... le président Poutine, c'est-à-dire, on a l'impression qu'au fil du temps, n'est-ce pas, il préparait cette offensive ukrainienne. Vous comprenez? Et le fait majeur, c'est la volonté de l'Ukraine de vouloir entrer dans l'OTAN. Ah, d'accord. Parce que l'Ukraine rentrant dans l'OTAN, c'est-à-dire qu'il y a un grand bloc contre la Russie. Vous comprenez? Et bien évidemment, je pense que le président Poutine ne peut accepter la rentrée de l'Ukraine dans le bloc occidental. Parce que vous voyez, ils sont à la porte de la Russie. Et qui dit OTAN à la porte de la Russie, dit Amérique à la porte de la Russie. Ouais. Bon, on espère peut-être qu'on ne va pas se retrouver à une autre guerre froide. Vous voulez parler d'une troisième guerre mondiale? Oui, effectivement. Espérons que ça n'arrivera pas jusque-là. Ok, d'accord. Alors, on sait que vous travaillez aussi beaucoup plus sur les relations peut-être bilatérales entre l'Afrique peut-être et la France. On va en parler ici. On sait qu'il y a quelque temps, on a reçu le président français Emmanuel Macron qui a effectué une visite au Cameroun, je crois le 25, c'était de 25 au 28, au Bénin, en Guinée-Bissau aujourd'hui. Il a parlé justement des historiens, il a parlé de la France, des historiens français et camerounais qui devraient s'allier et créer justement un consortium afin justement de définir l'histoire de la France et de l'Afrique, des relations bilatérales. Voilà ce qu'il a dit. Macron a demandé à des historiens de faire la lumière sur l'action de la France pendant la colonisation et après l'indépendance. Donc, il a proposé un travail conjoint d'historiens camerounais et français et a annoncé l'ouverture en totalité des archives françaises sur les moments douloureux et tragiques. Que pensez-vous, n'est-ce pas, de cette décision venue du président français? En 2009, le président Hollande a dit qu'on devait déclassifier les archives. D'accord. Nous sommes en 2022, on parle encore d'une déclassification. Je pense que pour écrire l'histoire... Mais il a parlé en totalité. Hein. Non, mais écoutez, pour écrire l'histoire du Cameroun, quand on parle de l'histoire du Cameroun, ça concerne beaucoup plus la période de la rébellion. Ouais. Oui, vous comprenez? Après le départ des Allemands et beaucoup plus la période de la rébellion à partir de la reprise française, le Cameroun français jusqu'en 1971. On était sous tutelle française, hein? Oui, oui. Non, le mandat tutelle et puis la période post-indépendance jusqu'en 1971, c'est-à-dire l'action menée par l'armée française ou la France au Cameroun. Ouais. Mais je voudrais vous renvoyer une question, madame. Est-ce que vous pensez que pour écrire l'histoire de notre pays, on a besoin de la France? Bah, c'est la proposition du professeur français. Oui, parce que je vous pose cette question parce que tout ce que nous demandons, c'est qu'on nous ouvre les archives et qu'on puisse avoir accès à toutes les données. Parce que les données qu'il y avait ici, qu'ils ont récupérées, ils les ont ramenées en Europe. Donc, je pense qu'on devrait, n'est-ce pas, ouvrir les archives et donner la liberté
aux Africains de consulter et de pouvoir écrire leur propre histoire comme ils l'entendent. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Est-ce que c'est pas possible d'avoir cette opportunité de pouvoir écrire ou peut-être réécrire l'histoire de l'Afrique? Réécrire. Déjà, elle est écrite, peut-être pas suffisamment, si c'est ce que vous voulez dire. Elle est écrite, Ouais. l'histoire de l'Afrique est écrite, l'histoire du Cameroun est écrite. Mais maintenant, ce que les historiens cherchent, c'est avoir un certain nombre d'éléments pour densifier, n'est-ce pas, les écrits qu'on a déjà commis. Parce que l'histoire a été toujours écrite par les vainqueurs. Ah, Mais ça. aujourd'hui, ce sont les vaincus qui veulent prendre le relais. Et je vous renverrai à lire l'ouvrage du professeur Abois qui a commis un ouvrage sur l'écriture des vainqueurs, quelque chose comme ça, j'ai oublié le titre. Oui, professeur Abois, mais vous avez aussi commis un ouvrage collectif en 2018 intitulé Le Cameroun, l'Afrique et le monde du 20e au 21e siècle, des historiens racontent. C'était vous sous votre supervision aussi. Oui, je n'étais pas seule, j'étais avec les professeurs Vous rendiez un hommage au oui, Nadège professeur. Ngolène, Oui, Edith Tenia. oui, C'était dans le cadre de notre association, le Forum des historiens du Cameroun. d'accord. Nous avons tenu à rendre hommage à un maître qui allait en retraite. Et nous avons commis cet ouvrage à cet effet. Alors, l'ouvrage parle de quoi? Parce qu'on dit le Cameroun, l'Afrique et le monde. C'est quoi l'évolution de l'Afrique, Non, du Cameroun non, c'est un ouvrage collectif Ouais. et c'est ce on appelle souvent les varias. Ah, Chacun venait avec sa thématique. ouais. On n'était pas sélectif. Ah, d'accord. C'est-à-dire, on a pris des thématiques, on a pris, enfin, je vais peut-être me répéter, c'était un varia, il y avait toutes les thématiques. Il y avait Ouais. les Africains qui ont écrit, il y Et avait ça a des été écrit Camerounais. à Lomé, publié à Non, Lomé. ça a été publié à Lomé. Ah Ça a oui, au été, Togo? oui, au Togo. Oui. Ça a été publié à Lomé parce qu'on a un partenaire, enfin, un collègue partenaire à l'université de Lomé au Togo. Oui. Et comme on ne voulait pas publier en Europe, on a préféré aller publier dans... comment ça s'appelle? Aux éditions de Édition l'université de Lomé. Lomé, voilà. Voilà. Et l'édition presse de l'université de Lomé. Voilà. Voilà, effectivement. Vous avez aussi commis un ouvrage, Partenariat militaire Cameroun-Chine et autosuffisance alimentaire, un impossible compromis, la Chine en Afrique, quelle coopération agricole pour quelle sécurité alimentaire. Aujourd'hui, on sait que le Cameroun a quand même de bonnes relations, notamment avec la Chine. On sait que c'est aussi une grande puissance. Et puis, il y a justement cette comparaison qui est toujours entre la Chine, l'Europe et les États-Unis, entre les grandes puissances. Aujourd'hui, en tant qu'historienne, quel est le regard que vous portez face à la Chine et peut-être sa nouvelle conquête qui est l'Afrique? Euh, que ce soit la France, que ce Ouais, on revient soit... toujours sur la France, hein. Oui, que ce soit la France, parce que nous avons été sous tutelle française. Que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la Chine, ça reste la coopération. Mm. Vous comprenez? Ça reste Ouais. la coopération, c'est-à-dire que la balance n'est jamais égale. Ouais. Elle est toujours inclinée. Mm. Vous comprenez? Donc, la coopération n'arrange que celui qui apporte. Ouais. C'est-à-dire c'est celui qui apporte énormément, qui profite véritablement. Mm. Celui qui est en dessous subit en quelque sorte. Est-ce que vous pensez que l'Afrique aujourd'hui subit encore les effets de la colonisation? Vous voulez, c'est mon En point de vue. en tant qu'historienne, Non, hein? c'est mon point de vue, ou bien vous savez, vous connaissez déjà la réponse. Non, Moi, mais je veux avoir sais. votre avis, hein? D'une certaine manière. Oui. D'une certaine manière. Ah oui, parce qu'on a quand même un sommet, D'une cer- peut-être France-Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est nécessaire d'avoir... C'est trop fort, France-Afrique. Oui, Un pays pour un continent, oui, ça effectivement. devrait être France-Cameroun, Oui, France-Gabon, Mm. France ou bien Chine-Cameroun. oui, Pourquoi prendre un continent pour un seul État? ouais. Non, Bon, il y a la France qui vous regarde aussi aujourd'hui. Quand même, je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun, quand même, c'est un pays démocratique et libre. On a déjà eu notre indépendance. On va parler un peu aussi, on sait que vous êtes historienne, de la guerre d'Algérie. Comme ça a quand même marqué un peu. Parce qu'après la visite au Cameroun, Macron devait aller normalement en Algérie. Et puis, il a donné la même explication qu'il a fait au Cameroun. Il va créer un comité d'historiens algériens. Il ouvrira les archives et un comité d'historiens français pour justement parler de la guerre
d'Algérie, des tragédies et puis l'histoire qui a marqué la guerre d'Algérie. On se rappelle quand même que ça a commencé en 54 et c'est fini en 62. Aujourd'hui, on parlait aussi du Front national de libération qui a justement lancé cette guerre. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la France, avec ses anciennes colonies, peuvent créer, n'est-ce pas, une synergie pour peut-être essayer de libérer l'Afrique de ce joug quelque part un peu colonial? En un mot, Odile, je vais vous dire ce que certains aînés et certains maîtres ont eu à dire. C'est que on a parlé en Afrique d'une certaine décolonisation parce que cette période que vous citez, ça rentre dans les décolonisations en Afrique. Oui. Mais la France est venue décoloniser l'Afrique alors qu'elle-même ne s'était pas décolonisée. Mm. Vous comprenez? Oui. Donc la France devrait commencer par se décoloniser avant de venir en Afrique. Mm. Donc aujourd'hui, moi je pense véritablement que que ce soit en Algérie, que ce soit... Parce qu'en Algérie, il y a eu il y a eu de grandes batailles en Algérie, Oui. que ce soit en Algérie, que ce soit au Cameroun. Vraiment, il y a eu... la France a causé un grand tort à certains pays africains. Mm. Elle a causé un grand tort hier et aujourd'hui, elle continue à poser ce tort. Mm. Parce que la France n'a pas cherché à se comprendre elle-même. Mm. Même si elle s'est comprise, elle ne s'est pas comprise suffisamment. Oui. Elle n'a pas cherché à comprendre la mentalité des peuples vers qui elle allait. Mm. Elle est venue en superpuissance alors que ça n'aurait pas dû être le cas. Mm. Donc, selon vous, la France aujourd'hui elle devrait plutôt aller vers une autre direction. Faudrait pas peut-être rallier. Vous êtes historienne aussi, parce qu'il a parlé d'un comité, les historiens français et peut-être camerounais qui auront la porte ouverte aux archives aujourd'hui. Est-ce que c'est nécessaire réellement? Ou bien entre vous, les écrivains, Oui, mais historiens? il faut d'abord qu'on ouvre ces archives. Il faut Ah. qu'elles soient ouvertes. Mm. Il faut qu'elles soient ouvertes parce j'ai travaillé en thèse sur la coopération militaire entre la France, le Cameroun et la France. Oui. Mais il y a des documents que je n'ai pas pu trouver ici. On me disait que ça se trouvait uniquement au service historique de l'armée de terre à Vincennes. Oui. Donc, vous voyez que vous travaillez sur votre pays, mais vous n'avez pas de données. Mm. Vous n'avez pas de données, il faut aller en France pour pouvoir rentrer aux archives. Et vous êtes étudiant, vous n'avez pas de bourse. Mm. Comment est-ce qu'on peut travailler? Alors que si les données si les archives avaient été déclassifiées, n'est-ce pas, on aurait pu, n'est-ce pas, étant ici, appeler quelqu'un qui se trouve en France et lui demander, est-ce que tu peux me chercher tel ou tel document? Donc, ça freine même l'avancée de ce que nous, historiens, nous voulons faire. Mm. Parce que ce n'est pas simplement sur le plan militaire, mais ça concerne le Cameroun dans son entièreté. Parce Oui. que nous ne savons pas ce qui est classifié là-bas, ce qui rentre dans ce qu'on appelle le secret défense. Mm. On imagine. Il y a certains qui imaginent, nous les jeunes, nous imaginons, ce sont peut-être nos aînés Oui. qui ont une petite idée. Et c'est quand on lit qu'on se dit, ah tiens, peut-être qu'on peut retrouver ça de l'autre côté. Mais si on ne déclassifie pas, on va toujours rester, on va toujours se mettre, on va penser, on va se dire, ben, est-ce que le plus important serait de déclassifier véritablement? Déclassifié. Alors, nous allons prendre une première réaction. Salut sur le plateau et surtout à Virginie. Bravo à toi, ma grande. Je suis fière de toi de la part de monsieur et dame RCA. Que de souvenirs. Ah, Voilà, on vous regarde depuis la République centrafricaine. ok. Ah, Voilà, merci. aujourd'hui, on parlait justement de l'histoire, parlait un peu d'éducation. Est-ce que selon vous, c'est nécessaire de restructurer le système éducatif au Cameroun? Je le pense. Oui. Oui, oui, je le pense. Et pourquoi? Je le pense. Vous savez, dans notre pays, il y a des sujets qui fâchent. Hein. Mm. Il y a des sujets qui fâchent. Et parmi les sujets qui fâchent, il y a l'éducation. Oui. Il y a l'éducation. Parce qu'à mon avis, nous sommes à l'université, ça veut dire qu'on reçoit des enfants qui viennent du système francophone Oui. et du système anglophone. Mhm. Et vous constaterez que ce n'est pas le même... Non, c'est deux systèmes Différent, oui, différents. diamétralement opposé. Opposés. Oui. Donc, il serait important que, n'est-ce pas, nos dirigeants, n'est-ce pas, Mm. s'asseyent et qu'on revoie tout. Parce que au secondaire, c'est différent, mais quand ils arrivent à l'université, Mm.
il va dans la même direction. Parce que là, on a le système LMD aujourd'hui. Oui, non, le système LMD, c'est un système qui est appliqué dans tout le Cameroun. Oui. Dans tout le Cameroun. Mais au secondaire, Oui. vous avez 2 systèmes différents. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire que dans la pratique, c'est pas la même chose. Un enfant qui fréquente dans le système anglo-saxon et l'autre qui fréquente dans le système francophone, c'est opposé. Mais une fois en fac, vous voyez, il y en a, et vous verrez, vous constaterez d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'enfants qui se perdent même lorsqu'ils arrivent à l'université parce qu'ils ne savent vraiment pas à quel sens se vouer, et beaucoup de parents en ce moment envoient des enfants dans des instituts privés, dans des IPS. Oui. Oui, ils envoient des enfants dans des instituts privés, alors que l'université on devrait être là pour les amener à s'élever un peu plus. Donc, moi, je pense qu'il faudrait, n'est-ce pas, au niveau du secondaire, essayer de revoir et d'harmoniser les 2 systèmes pour n'en sortir qu'un système à la camerounaise. Alors, d'accord, sortir un système à la camerounaise. On va rester dans ce même créneau. Que pensez-vous aujourd'hui des religions et de l'histoire en Afrique, l'histoire de l'Afrique, et des religions, l'histoire et peut-être du modernisme, ce qu'on a appelé la civilisation entre guillemets? Voilà également un sujet qui fâche. Oui. Voilà également un sujet qui fâche, les religions. Islam, christianisme, Oui. enfin, catholicisme, protestantisme et Oui. autres, ce sont des religions importées. D'accord. Ce sont des religions importées. Est-ce que les Africains pensent à mettre en avant leur propre... Parce qu'en fait, les Africains sont beaucoup plus spirituels que religieux. Donc, ce sont des religions importées et nous faisons avec. Nous faisons avec, mais on ne devrait pas s'entretuer pour les religions des autres. Ça n'a pas de sens. Alors, est-ce que vous êtes pour la conservation des langues, parlons des langues par exemple vernaculaires entre autres? Oui. Et pour le système éducatif, ce serait une aubaine peut-être? Oui, je pense. Ce serait une très bonne chose. Oui. Ce serait une très bonne chose. Vous savez, aujourd'hui, comme on dit, nous sommes dans l'ère du modernisme. Oui. Dans des familles, il y a beaucoup de parents qui ne savent pas s'exprimer en langue vernaculaire. Oui. Et du coup, les enfants en pâtissent. Et c'est dû à quoi peut-être? C'est dû à quoi ce... Bon, vous avez par exemple 2 parents. Vous avez un parent qui est de la côte et l'autre qui est Wondo. La maman déjà ne savait pas parler très bien Wondo. Le papa lui-même ne s'en sort pas. Vous comprenez? Et puis, par la suite, vous avez des enfants. Vous voulez envoyer l'enfant, vous envoyez l'enfant en français. Vous envoyez l'enfant en anglais. Du coup, l'enfant ne connaît pas. Bon, enfin... C'est courant. Mais c'est quoi peut-être la solution peut se trouver où envoyer les enfants au village, peut-être les rapprocher peut-être de leur famille, rester au village pour qu'ils apprennent les langues, peut-être les rites, les traditions, qu'ils se remettent en face peut-être aussi. Le village n'est pas toujours la solution, c'en est une, mais ce n'est pas toujours la solution parce que les parents vous diront, écoutez, si on envoie les enfants au village, on va les tuer, on va faire ci, on va faire ça. Donc, je pense beaucoup de gens ont vécu, nos grands-parents ont vécu dans les villages, tous ne sont pas morts aussi. Oui, il faut justement. quand même l'avouer, oui. Donc, on peut créer des centres. Ah, des centres linguistiques, oui. Des centres linguistiques où on en prend. Oui, parce qu'il y a déjà des ouvrages, mais le problème, c'est que les ouvrages ne sont pas très lus. Parce qu'il y a, par exemple, le CIPCA qui, justement, diffuse des ouvrages, Cerdotola aussi, diffuse des ouvrages en langue, mais beaucoup de gens ne vont pas vers ces ouvrages. Regardez, pendant les vacances. Oui. Pendant les vacances, il y a beaucoup d'animations pendant les grandes vacances. Oui. On crée comment je peux appeler ça, des jeux, je vais appeler ça jeux, des jeux, n'est-ce pas, des jeux par exemple dans des paroisses, peut-être même dans certaines mairies, n'est-ce pas, pour l'apprentissage des langues nationales. Oui. Par exemple, on peut avoir un panel Iwondo, un panel Massa, ouais, ça serait super. Un panel. Les enfants viendraient apprendre, ne serait-ce que pour dire bonjour. Oui. Ne serait-ce que pour dire bonjour. Moi, mais c'est peut-être à quoi sert, peut-être, excusez-moi, les foyers. Je vois beaucoup de foyers Banjoun, foyer Bamena, foyer...
Bon, il faut quand même dire que les Bamileke l'ont compris. Hein. Ils l'ont Oui. compris assez tôt. Ils l'ont compris assez tôt parce que le fait d'aller dans des foyers, ça vous amène à parler. Et puis, chez le Bamileke, il y a une période où on va régulièrement à des réunions, Funérailles, les non, rites. des Ah, les réunions de de famille, famille tous d'accord. les ans. Oui, Ça amène les enfants à pouvoir s'exprimer. oui, Mais ailleurs, c'est pas le cas. Hein. oui. Vraiment, moi, je parle comme ça. Moi, j'en suis, parce que moi, je sais pas m'exprimer Mm. dans ma langue. Non, Et oui. ça, c'est une honte. Je le dis comme ça, comme on dit à Mondovision, mais c'est une honte pour moi. Mm. Je triche souvent chez ma soeur. C'est parce qu'on va dire, ma soeur est Népal, il y a ma petite soeur également qui parle, mais je ne comprends pas. Peut-être que parce que j'avais la tête dure, je n'ai pas pu parler. Ouais. Donc, j'essaie de tricher, j'essaie d'apprendre comme ça aujourd'hui dans le tas. Et du coup, dans la maison, ça se ressent parce que je ne peux pas parler à mon fils. Mm. Vous voyez, c'est difficile de parler à son fils quand il y a des gens, je veux parler en Et langue. votre mari, le père des enfants, il n'a pas amené les enfants à parler peut-être la langue. Euh, Ça rentre dans le privé, là, c'est hautement privé. D'accord, d'accord. Alors, le temps nous étant imparti, on va prendre la deuxième phase où on va prendre une rubrique où on va découvrir peut-être vos proches, ce qu'ils pensent de vous et puis notamment ce que le professeur a pu accomplir jusqu'à ce jour. Bon après-midi à vous. Merci pour l'honneur que vous me faites de parler d'une femme d'exception. J'ai nommé la professeure Virginie Wanyaka. Pour commencer, permettez-moi de me présenter. Je suis titulaire d'un doctorat PhD en histoire économique et sociale, option Women and Gender Studies soutenu à l'université de Yaoundé 1 le mercredi 14 juillet 2021. Parler, présenter le professeur Virginie Wanyaka, ça relève. C'est un peu difficile pour moi, vu que elle est ma mère, elle m'a encadré à l'université, en master 2 et en thèse. Elle m'a enseigné également à l'université de Yaoundé 1. Parler d'elle, c'est avec beaucoup d'émotion que moi je le ferai. Et comme je l'ai dit souvent, c'est une femme exceptionnellement exceptionnelle vu son parcours, vu sa trajectoire, vu le milieu où elle est venue et fait ce qu'elle a fait, ça relève de l'exceptionnel. C'est vrai qu'elle n'a pas eu cette chance-là d'être projetée au devant de la scène, d'être vantée par le travail qu'elle a bas dans les universités, dans la formation des étudiants. Mais je pense que nous, ces étudiants, nous la représentons valablement partout où nous passons. Pour prendre quelques clichés, le professeur Virginie Wanyaka est la première femme à soutenir un doctorat PhD dans l'université publique, c'était en 2008. Avant elle, tous les docteurs qu'on a eus avaient soutenu leur thèse à l'étranger. Et la première a subi le parcours du combattant, du chercheur dans une université publique. Elle est également la deuxième femme en Afrique centrale à passer le garde des maîtres de conférence après sa collègue du Congo-Brazzaville, Scholastique Diandinga. C'est vraiment exceptionnel. Comme cerise sur le gâteau, nous allons ajouter que elle a fait 10 ans pour devenir professeur titulaire des universités d'État, ce qui est exceptionnel. Peu de personnes le font au Cameroun. Peu de personnes le font au Cameroun. Ce n'est pas du tout facile de respecter le cadre fixé par. Alors, il parle de votre parcours. Vous avez fait 10 ans et puis vous êtes la toute première à avoir soutenu, alors que certains le soutenaient, le doctorat PhD en Occident. Alors, voilà justement un commentaire d'un de vos étudiants qui vous vaut quand même un grand respect. Que pensez-vous notamment de cette réaction? Mais, en fait, il me dit que ce qui est réel. Hein.
Hum. Enfin, dire que 10 ans, disons que c'est 11 ans, pas 10 ans déjà, c'est 11 ans. Voilà, C'est 11 ans, 11 ans. c'est toujours ça quand Oui, même, hein. 11 ans de mon recrutement au professorat. Hum, Ça fait 11 ans, donc ça fait 2 ans que j'ai terminé ma hum, carrière en tant que, avec les grades, quoi. oui. Mais c'est pas la carrière sur le plan scientifique parce que je continue à Mais vous êtes toujours produire. chercheuse Oui, aussi, oui, je produisez, oui. continue à écrire, je Mhm, continue à assister à des colloques. mhm, Donc, maintenant, j'ai moins de pression que par le passé, hein. mhm. J'ai moins de pression que par le passé parce qu'il fallait réfléchir sur un éventuel changement de grade. Mais maintenant, je produis comme je veux et je suis plus libre, je me sens plus libre dans ce que je fais. Et c'est ça Donc après l'avantage. le titre de professorat, il y a plus. Vous faites quoi? Si aujourd'hui je veux suivre votre carrière, votre route, vous faites quoi après? Mais je vous ai dit, j'assiste, je vais dans des colloques, on m'invite pour des conférences en histoire Hum, militaire, oui. oui. Et ça peut être ici au Cameroun ou à l'étranger. Mhm. Donc, je continue de travailler. Et puis, j'ai des étudiants que je dirige en thèse et en master. Et j'ai des cours en histoire, j'ai des cours au département d'histoire, j'ai des cours un peu partout. Donc, je m'occupe. Alors aujourd'hui, on sait que vous avez commis beaucoup d'ouvrages et beaucoup d'essais. Que pensez-vous, notamment, excusez-moi, peut-être c'est l'actualité aussi, du conflit la crise qui sévit au nord-ouest et au sud-ouest? On sait que vous faites dans l'histoire militaire aussi, et Oui, peut-être c'est... c'est assez difficile, c'est assez difficile. Beaucoup de choses ont été dites sur ce conflit, mais je pense qu'il faudrait qu'on rentre sur des bases historiques pour mieux comprendre l'origine de ce conflit. Hum, Et aujourd'hui, il y a beaucoup de travers. Il y a des travers. Et ces travers, vraiment, c'est le fait de toute guerre. Parce que quand il y a une guerre, il y a hum, des travers. hum, Parce que on ne parlera pas, on dira, j'ai entendu certaines personnes parler de guerre juste. Aucune guerre n'est juste. hum, Toutes les guerres sont sales, oui. de par, euh, de par le nombre de décès, de déplacés qu'elle entraîne. Hum. Donc, ce qui se passe au nord-ouest et au sud-est aujourd'hui, je dirais c'est simplement dommage on soit rentré à cette étape. Parce qu'il s'agit en fait d'une guerre civile, hein. C'est une guerre civile. Oui. C'est une guerre civile qui sévit là-bas. Mais je pense que nous devons tout faire, n'est-ce pas, pour que la paix revienne. Hum. La paix revienne. Alors, nous, on va prendre une réaction avant de prendre la prochaine vidéo. Bravo, professeur Virginie. Vous êtes un exemple, un modèle que Dieu vous bénisse. Ça vient du docteur Edima Salomé Michel. Ah, merci. Voilà. Alors, on va prendre la vidéo suivante, notamment concernant les avis sur le professeur Virginie Wayanka. Wanyaka. Wanyaka. Le professeur Virginie Wayaga est une personnalité scientifique atypique qui ne se contente pas seulement de démontrer que 2 fois 2 égale 4. Et d'ailleurs, si tant est vrai que l'homme est le produit de son histoire, je ne regretterai jamais d'être passé dans son moule. Alors, je tire un coup de chapeau à cette grande dame, cette icône de l'historiographie militaire africaine en général et camerounaise en particulier, pour avoir partagé avec nous sa façon singulière d'observer et de décrire le monde. J'aimerais qu'elle sache que les connaissances reçues sont utilisées aujourd'hui à de bonnes fins. Par ailleurs, j'aimerais qu'elle sache que les objectifs tels que libellés dans ses enseignements sont aujourd'hui suivis et ne sont pas oubliés, notamment la réécriture en couleur de l'histoire de l'Afrique ainsi que la résolution de certaines équations historiques jusqu'ici en suspens. Professeur, nous te serons toujours reconnaissants.
Oui, vous avez le lieutenant Dame qui parle de la réécriture de l'histoire en couleur. Parlez-nous un peu de cette réécriture. Bon, il y a le ministère de la Culture qui a mis sur pied des commissions pour l'écriture de l'histoire du Cameroun. Hum, Donc, il y a des commissions qui ont déjà été mises sur pied hum. et je pense que ce sera en 6 ou 7 volumes. Hein, 7 Ah, volumes. 7 volumes, hein. 7 volumes. Oui, illustré. Oui, 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 Hum. oui, oui, je pense tout cela, ce sera fait. Et vous avez comment vous commencez, comptez écrire cette histoire? Vous allez vous baser sur quoi, par exemple? Mais vous savez que l'écriture de l'histoire, c'est d'abord, on va partir des sources orales, on va monter aux sources archivistiques et puis les documents, on va aller pan après pan. Il y a l'histoire ancienne, il y a l'histoire, ça suit la chronologie de l'histoire du Cameroun, Hum. c'est-à-dire que la naissance du Cameroun jusqu'à nos jours. Oui, il y a peut-être une question que peut-être je n'ai pas voulu vous poser au début de l'émission. On a aujourd'hui les Afro-Américains, avant ils étaient appelés Noirs américains, aujourd'hui ils s'appellent Afro-Américains, qui revendiquent aujourd'hui leur appartenance à l'Afrique. Déjà on fait des tests ADN et puis on essaye de retrouver un peu leurs origines. Il y en a beaucoup qui sont arrivés au Cameroun par exemple, il y a quelques années, qui découvrent qu'ils sont peut-être originaires du Cameroun. Est-ce que quelque part aussi c'est un retour peut-être aux sources qui pourraient être transmis peut-être à d'autres Africains qui sont allés dans d'autres continents après peut-être les 4 siècles d'esclavage. Oui, c'est possible, parce que je me souviens une fois, j'étais au Bénin. Oui, Oui, j'étais au Bénin. mm, Oui, j'étais à Ouida, oui, au Bénin. Et justement, il y avait toute une délégation d'Afro-Américains qui oui, sont arrivés à Ouida, oui. parce que à partir des prises d'ADN, je crois que c'est Oui, ça. l'ADN, Oui, effectivement. on Oui. s'était rendu compte qu'ils étaient originaires Originaire, oui, oui. du royaume d'Abomey. Oui, le grand royaume Dans d'Abomey. le grand royaume Oui. d'Abomey. Mm. Donc, on s'est rencontrés, et puis, mais ils étaient environ une cinquantaine, parce qu'il y avait des rites. C'était quoi les rites des jumeaux, quelque chose comme ça. Il y a des différents rites. Et ils disaient qu'eux, ils pratiquent aussi ça là-bas. Ah, Oui, d'accord. qu'ils pratiquaient là-bas, mais c'était pas, ça n'avait pas gardé Toute son essence, toute ça. première. Oui, voilà, Oui, effectivement. oui, ça a évolué, mais chaque fois qu'une femme a des jumeaux en Amérique, je ne sais pas, ou du Nord ou du Sud, Mm. on passe par les rites des jumeaux. Il y a beaucoup d'autres choses qu'ils étaient en train de faire là-bas. Bon, si c'est qu'ils veulent revenir, Mm. mais l'Afrique est très grande. Hein. Oui, parce qu'il y a certains qui se plaignent aussi de ne pas avoir connu déjà dans leurs ouvrages aux États-Unis, d'avoir la véritable histoire de l'Afrique, parce qu'ils la découvrent au fur et à mesure, grâce à vous, aux historiens africains, qui commettent des ouvrages et puis qui sont, vous savez, tout est digital aujourd'hui. On a tout sur le net avec les maisons d'édition, Amazon et compagnie, sans publicité déjà, où on retrouve des ouvrages qu'on ne retrouvait pas il y a quelques années aux États-Unis. C'est pourquoi ce sont les préoccupations justement des Afro-Américains aujourd'hui disent, voilà, l'histoire qu'on nous a enseignée aux États-Unis n'est pas la même qu'on découvre des historiens africains. Oui, mais je vous ai parlé il y a quelques instants je vous ai dit il y a quelques instants que l'histoire avait été écrite par des vainqueurs. Mm. Les, Oui. les vainqueurs, c'était les autres. Mhm. Mais depuis plusieurs années, les Africains sont en train d'écrire leur histoire, Mm. d'où vous voyez cette volonté des autres de revenir, Mm. parce qu'ils ont appris à la connaître Mm. et ils voudraient découvrir d'où ils sont partis. Oui. D'où ils sont partis. Ici à l'université, j'ai oublié le nom de cette dame, elle est docteure, une américaine, Mm. qui a mené, elle dirige même certains étudiants en histoire. Ils sont allés à Bimbia. À Bimbia, oui, 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 elle effectivement. a fait des tours à Bimbia. Oui. Il y a beaucoup de commissions. Des tours récemment encore, il y a eu un colloque ici sur, je crois que c'était sur l'esclavage et autres là. Donc, Mhm. je pense qu'à travers le travail que mènent les historiens africains, enfin les hommes de science africains, les Américains peuvent, enfin les afro-descendants peuvent Oui. chercher à revenir ici en Afrique. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez des Kémites, les Kamites et tout? Vraiment, je peux pas trop m'aventurer hein, Oui. dans ce domaine parce que je ne maîtrise, enfin, je lis et j'écoute comme vous, mais
je suis historienne, mais je suis pas, c'est pas dans mon champ. Dans votre ligne, votre Oui, champ oui, c'est pas dans mon champ. Donc d'expérimentation. je peux pas D'accord, faire. nous allons nous prendre la dernière vidéo. Que le professeur Virginie Wanyaka, Bongen Oyonmen, je l'ai connu en 2003 quand je suis entré à l'université au département d'histoire. Et c'était au cours, n'est-ce pas, d'une séance de travaux dirigés sur les grands empires de l'Afrique occidentale et centrale africain, n'est-ce pas, que j'ai eu mon premier contact avec elle. Je peux vous dire, le premier contact n'était pas du tout ça, parce qu'elle avait été très rigoureuse, elle nous avait critiqué de notre manque de discipline, de notre manque de sérieux au cours de notre travail, n'est-ce pas, qu'elle nous avait soumis à notre appréciation qui était intitulée l'Empire de Vénémoutapa. Et là, j'ai subi toutes ces fautes, parce que je dois vous dire, elle cogne au cours des travaux dirigés, elle cognait à l'époque. Et je me suis plus rapproché d'elle, je pense 4 ans, 5 ans plus tard, je pense oui, 5 ans, 6 ans, 7 ans plus tard, après ma soutenance du mémoire de master. Elle m'avait repéré au cours de cette soutenance et elle m'a fait comprendre que petit frère, je vais t'arrêter la main et tu vas m'accompagner désormais dans mes séances de travaux dirigés et dans mes séances de séminaire avec les étudiants de master et dans mes discussions avec mes étudiants de thèse. Et je peux vous assurer, ce fut un déclic pour moi dans la mesure où est-ce que elle venait ici de briser, n'est-ce pas, cet imaginaire mandarinal qui était prégnant à l'université. Donc elle venait de rétrécir, n'est-ce pas, le fossé qu'il y avait entre les enseignants qui étaient du Seigneur, qui étaient considérés comme des seigneurs, qui ne se rapprochaient pas des étudiants, et c'est comme ça qu'effectivement, après cette séquence-là, on a vu la plupart des enseignants du département d'histoire qui avaient autour d'eux des étudiants, parce que là, je ne peux pas vous mentir, c'est fait un déclic pour moi dans la mesure où j'ai appris à aller au contact avec les étudiants, j'ai appris à prendre la parole un peu plus, et ce ne fut pas facile, parce que là, elle a exercé son travail de maître sur moi, c'est-à-dire elle m'a formé, et ce que je retiens de cette expérience riche et féconde, c'est que elle me disait toujours nécessaire de me prodiguer ses conseils. Ce qui est intéressant avec la figure du professeur Virginie Wanyaka Bongen Oyonmen, c'est qu'elle appartient à cette catégorie, n'est-ce pas, des femmes qui ont déconstruit l'image, les clichés et les stéréotypes sur la femme paresseuse dans l'enseignement supérieur. D'ailleurs, je vous renseigne, c'est un secret de polichinelle. Vous savez qu'au département d'histoire, aucune femme n'avait soutenu une thèse, n'est-ce pas, depuis la création de l'université fédérale, c'était en 1961, au département d'histoire. Et elle fut la première femme à avoir soutenu une thèse de doctorat, je pense que c'était le 11 septembre 2008, le jour de son anniversaire. Quelques années plus tard, elle a encore été la première femme à avoir accédé le grade de maître de conférence, n'est-ce pas, dans un département d'histoire des universités d'État du Cameroun. Et plus tard, elle fut la première femme à atteindre le grade de professeur titulaire dans les universités du Cameroun. Et on n'atteint pas ces stades, ces paliers, s'il n'y a pas eu un travail de fond. Et quand je parle du travail de fond ici, je fais allusion ici à sa production historiographique. Elle a été constante dans le centre d'intérêt de son objet de recherche, à savoir l'histoire militaire, n'est-ce pas? Quand vous voyez, elle a publié, je pense que pour passer d'assistant à chargé de cours, elle a publié 2 articles, de chargé de cours à maître de conférence. Je pense que c'est
Elle a publié environ une quinzaine d'articles avec, je pense, 2 ouvrages. Et plus tard, à son actif, elle a publié de nombreux autres articles et elle a d'autres projets, n'est-ce pas, surtout dans ce centre d'intérêt. Je pense que c'est important parce que elle lègue à la postérité ici non seulement un héritage matériel, mais un héritage immatériel. Les femmes ne doivent plus croire au plafond de verre, au plafond de béton. Les femmes doivent travailler. Donc, elle fait partie des femmes qui s'inscrivent dans la dynamique du leadership féminin dans l'enseignement supérieur. Je pense que c'est un aspect très important qu'il faut tenir compte quand on évoque la figure intellectuelle du professeur Virginie Wanyaka à l'université de Yaoundé. Ce qui tient, n'est-ce pas, de cette expérience riche et féconde, c'est que elle me disait toujours nécessaire de me prodiguer ses conseils. Petit frère, si tu veux atteindre le sommet, il faut beaucoup travailler. N'oublie pas d'où tu viens. Je sais, tu es un passionné, mais il faut féconder à cette passion de travail. Et j'ai travaillé, et avec la grâce de Dieu, les résultats ont commencé à être perceptibles. Et un autre témoignage, c'est le personnage, c'est quoi? C'est son côté dans la recherche. Je pense que si vous explorez, n'est-ce pas, sa contribution, sa plus-value à l'historiographie camerounaise et à l'historiographie africaine, on considère le professeur Virginie Wanyaka déjà comme la figure de proue, n'est-ce pas, dans ce champ qui était vierge à l'époque, parce que le pionnier c'est le père Thierno Moutaba qui a ouvert l'imaginaire. Je pense qu'elle a suivi parce que toutes les contributions qu'elle a eu à faire, n'est-ce pas, ont été dans ce sillage épistémologique. Et ce qui fait d'elle aujourd'hui une figure de référence et de préférence, n'est-ce pas, dans le champ de l'historiographie militaire au Cameroun. Et un autre aspect du personnage, c'est son côté de bonne mère, n'est-ce pas? Il faut côtoyer son intérieur pour savoir que c'est une maman attentionnée. Et c'est aussi également une grande sœur attentionnée. Et ce que je retiens d'elle, c'est quoi? Elle est loyale, elle ne lâche pas. Donc, cette personne, elle est loyale. Elle est loyale, pour utiliser un jargon local. Elle est prête à aller au charbon, elle est prête à aller dans la boue pour aller servir ces gens. Connaissant ses ambitions, je pense que ses ambitions, pour elle, c'est au soir de sa carrière. Elle aime souvent utiliser la notion de leadership. Elle me dit souvent, petit frère, un leader, c'est pas celui qui est premier, c'est pas celui qui est fort tout seul. Un leader, c'est celui, n'est-ce pas, intellectuel, c'est celui au cours de sa carrière qui a su construire son empire intellectuel, n'est-ce pas, en formant, elle quittera la scène, n'est-ce pas, il faudrait qu'elle laisse, n'est-ce pas, des hommes aux têtes bien faites. Donc, en somme, professeur Virginie Wanyaka, ce qu'on retient, c'est elle est travailleuse, elle est déterminée, n'est-ce pas, et c'est une femme loyale et très croyante, parce que ça c'est un aspect du personnage que beaucoup ne savent pas. Elle est très très croyante. Elle me dit souvent, petit frère, je ne suis pas religieuse, mais je suis spirituelle. Je crois à l'existence divine, c'est de lui que vient tout. On a la réaction de Monsieur Foga qui est quand même assez prolifique et excessif. Alors il parle de loyauté, il parle de votre parcours. Vous lui avez tenu la main, notamment concernant son intégration dans le domaine de l'histoire. Qu'avez-vous comme regard face à ce qu'il vient d'exposer là ici? Ça a quand même été long, il faut l'avouer. Hein? Mais c'est... Il y a quelques années, en 2003, j'étais jeune vacataire. Enfin, on appelait à l'époque moniteur à l'université. Oui. Et on m'avait donné un groupe de TD dans lequel le docteur Foga, enfin,
l'actuel docteur Foga se trouvait. Il était encore jeune étudiant. Et c'est à partir de cette année qu'on s'est connus. Et on a évolué. Et puis j'ai vu en lui un jeune qui travaillait beaucoup. Et comme il l'a dit d'ailleurs, après sa soutenance de maîtrise, je lui ai dit qu'il allait m'accompagner dans mes TD. Nous avons travaillé ensemble. Et aujourd'hui, sur le plan familial, c'est un frère. C'est un frère. Et comme il a dit... Oui, l'accès, on a vu, il est assez excessif. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses, mais il est prolifique. Oui, mais quand même, ce que où je peux revenir, ce sur quoi je peux revenir, c'est au niveau du travail. Vous comprenez? Parce que c'est le travail qui vous élève. Tout à fait. C'est le travail qui vous élève. Et beaucoup, n'est-ce pas, dans notre milieu, ne savent pas qu'il faut travailler. Non, ils veulent brûler les étapes. Ah, il y a ça aussi dans le département d'histoire Non, à l'université, il y a beaucoup qui croient que pour s'élever, on brûle les étapes. Non, c'est le travail qui vous mène au sommet. D'accord. Si vous travaillez véritablement, même si on veut vous mettre... Mais dans tous les domaines aussi, même il faut le rappeler. Tout à fait. Même si on veut vous mettre des épines sur la route, vous allez traverser, vous allez survoler ces épines. Vous comprenez? Parce que vous êtes femme, nous sommes des femmes. Et vous savez, même ici où vous êtes, dans cette structure où vous êtes obligé de faire 2 fois plus que les hommes. Hein? Oui, vous êtes obligé de faire 2 fois plus que les hommes. Donc la femme doit toujours se battre plus que les hommes pour pouvoir s'élever. D'accord. Et bien évidemment, si une femme veut dormir, on va dire que toutes les femmes sont feignantes. D'accord. Pour sortir du lot, vous devez vous battre et encore vous battre. Être déterminé, passionné et surtout discipliné. C'est la discipline quand même qui détermine peut-être notre succès. Alors, nous allons passer maintenant à la dernière phase qui n'est autre que le quiz. Alors, on parlait tout à l'heure de quiz, notamment. On va parler avec le professeur Wanyanka. C'est ça, j'espère que j'ai bien prononcé cette fois-ci, Virginie. On va parler des questions de société, notamment ce qui concerne l'actualité et puis ce qui peut peut-être briser les chaînes et les barrières. Alors aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale des sourds. Que pensez-vous de cette journée? C'est vrai que la surdité, c'est quand même un petit manquement. On sait qu'aussi, même pour les aveugles ou les malvoyants, il y a le braille qu'on utilise souvent. Mais là, aujourd'hui, ce 24 septembre, on célèbre la journée mondiale des sourds. Alors, vous savez, tout ce qui touche les vulnérabilités, c'est un sujet très prégnant. Vous comprenez? Donc, ces personnes ont droit à beaucoup d'assistance. Parce que j'ai parfois été confrontée à certains d'entre eux et ce n'est pas évident. Parce que ce sont des personnes qui ont besoin de se sentir intégrées dans la société. Parce que c'est avec la langue des signes aussi. Parce que la société parfois les rejette. Parce que vous voyez quelqu'un qui vous demande, qui vous pose un problème, il ne vous parle pas des signes, mais parce que vous êtes pressé, vous ne prenez pas le temps de vous arrêter pour vous voyez, donc il faut déjà qu'on éduque ceux-là même qui parlent pour pouvoir être assez à l'écoute des autres. Donc vraiment, c'est... Moi, cette journée, c'est une journée très importante pour moi. D'accord. Alors, on va rester dans le domaine africain. On sait qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle cette force de ralliement en Afrique qui a été créée en 2002 par Muammar Kadhafi, paix à son âme, l'Union africaine. Est-ce que vous pensez que l'Union africaine aujourd'hui est unilatérale entre les pays en Afrique? Pas totalement. Pas totalement. Pourquoi? Pas totalement, parce que il y a des décisions qui ne sont pas prises à l'unanimité. Vous comprenez? En principe, lorsqu'un pays africain a un problème, tous les pays africains devraient se mettre avec ce pays. Et on a vu vous voyez par exemple ce qui se passe en Occident au niveau de l'OTAN par exemple. Il y a une synergie des différents États faisant partie de l'OTAN.
Vous comprenez? Alors qu'ici en Afrique, ce n'est pas le cas. On a l'impression que c'est celui qui servira mieux, le maître, qui sera le plus... Donc, vraiment, moi, je pense que les Africains... Parce qu'on a le cas avec le Mali, par exemple. Oui, Qu'a dit l'Union africaine là-dessus? Parce que, justement, je voulais en arriver là. Parce que le cas du Mali, il y en a qui pensent tout bas. On ne peut pas passer sa vie à penser tout bas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'entende, n'est-ce pas, et qu'on prenne une décision qui va dans le sens de ce pays, qui ose. Parce que le Mali est en train d'oser, ce que beaucoup d'États ne le font pas. Moi, personnellement, ce que je souhaite, c'est qu'ils arrivent jusqu'au bout, qu'ils tiennent fermement. Quitte à ce que ce soit dur par la suite dans le pays, mais c'est à l'issue qu'ils pourront engranger des résultats énormes. Donc, il y a cette quasi-mésentente entre les États. D'accord, on espère quand même que l'Union africaine, d'ici quelques années, pourra être réellement unie, comme on voit avec l'Union européenne aujourd'hui. Alors, que pensez-vous peut-être, on parle aujourd'hui de l'histoire, il y a le Musée national d'art africain qui se trouve à Washington, avec 9000 objets. Que pensez-vous de ce musée qui est dédié entièrement à l'Afrique, de plusieurs pays, même du Cameroun aussi? Il se trouve à Washington. Pourquoi il ne se trouve pas en Afrique? Ça, c'est la grande question. Oui, pourquoi il ne se trouve pas en Afrique? Ça veut tout simplement dire que pendant la période coloniale, il y a beaucoup d'objets d'art qui ont été... On parle de 9000 objets quand même. Qui ont été amenés en Occident. Et dernièrement, il y a une vidéo qui a été virale sur le net où on voyait c'était un Congolais de la RDC, qui était, il était au Louvre, je crois, au musée du Louvre. Il était au musée du Louvre. Il disait ça, ce sont des masques qui appartiennent à il faut que ça rentre en RDC. Ça fait quoi ici chez vous? Est-ce que vous êtes Congolais? Vous voyez ce genre de choses? Ce sont ces personnes qui amènent les Africains à la rébellion. Vous comprenez? Parce que quand vous parlez de plus de 9000 objets, qu'est-ce que ça fait à Washington? Ça devait être en Afrique. Et il devait quitter l'Afrique pour venir visiter ici. Parce que regardez ce que ça apporte en termes de tourisme aux États-Unis. Les gens qui viennent visiter ce musée, alors que ça aurait pu être l'inverse. Il y a eu un retour quelque part aussi de certains objets au Bénin qui a créé quand même une polémique avec les Béninois qui ont parlé de restaurer les objets qui ont été rapportés juste pour une certaine période parce qu'ils vont retourner en Occident. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce processus? Rentrer et faire quoi en Occident? C'est ce qui a été dit. Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça arrive au Bénin, ça reste... Attendez. On a dit que c'est pour une certaine période et ça va retourner... Pour une période, au départ, c'était où? En Occident, non, avant que ça n'aille... mais c'était en Afrique. Mais alors, tous ces objets-là sont revenus. Oui, c'est des conventions aussi de partenariat avec certains pays. Attendez, aussi, on va signer des conventions de partenariat sur... vous savez, il y a des choses... je disais qu'il y a des choses qui fâchent. Il y a des choses qui fâchent parce que personnellement... je n'admets pas... Imaginez un peu qu'on prenne la tour Eiffel. Qu'on prenne la tour Eiffel ou bien la statue de la liberté. Qu'on vienne mettre au Cameroun ou bien qu'on mette au Bénin. Imaginez un peu cela. Comment est-ce que la population française prendrait... ce serait une insulte. On parle de domination peut-être aussi des pays, je ne sais pas moi, dits développés... Oui, mais vous voyez qu'on ne fait que tourner tout autour du pot. On ne fait que tourner tout autour du pot. C'est-à-dire que quand vous parlez même de coopération, il y a un dominant et un dominé. Effectivement. Alors, on a vu le décès de la reine Elisabeth, le deuil est en train de se passer. Que pensez-vous aujourd'hui des monarchies, notamment les monarchies africaines qui, quelque part, ont été un peu abandonnées? Bon, déjà que parler des monarchies, moi je suis née dans une ère où il n'y avait pas de monarchie au Cameroun. Donc les monarchies occidentales, dans le cas des Bamoun ou bien même au niveau de
du Nord au Cameroun, Oui, parce du qu'il y a Nord, les oui. lamidas. Les Il y a lamidos, les lamidas, les effectivement. lamidas, parce Oui. que c'est dans comment on appelait ça? Des aires culturelles Non, sahéliennes. centraliser les administrations, j'ai oublié le thème exact, Oui. centraliser à structure centralisée comme à l'ouest et puis à l'extrême nord. Parce que ici, chez nous, dans le centre, vous voyez, on ne fait plus trop appel à ce genre de monarchies. Bon, il y a, chez les Bamouns, c'est la tradition, comme chez les À l'extrême de le Grand Nord. dans Oui. le Grand Nord, c'est la tradition. Et il y a également chez le peuple Sawa où on trouve encore quelques rois. Bon, par rapport au décès de la reine Elisabeth, mon point de vue, quel point de vue voulez-vous que je vous donne par rapport à ça? Donc, vous n'avez rien à dire, notamment concernant les monarchies et l'abandon peut-être des Africains, des monarchies face peut-être. C'est vrai qu'on retourne toujours, se centralise toujours autour du dominé et du dominant. Oui, parce Oui. que, bon, Parce que même la religion l'a interdit à un moment donné aussi. De stopper les monarchies parce qu'ils sont arrivés. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas rentrer là-dessus. On parlait de hiérarchisation dans les civilisations, entre autres. vous savez, le monde est fait sous la forme pyramidale. Oui. Parce qu'au sommet, il y a toujours un leader. Hein. Mhm. Ce leader peut être le chef. Ce D'accord. leader peut être le roi. Et en dessous, on a la basse classe. Mm. Qui est monarchie ou pas, le monde est structuré comme une Donc, c'est un peu pyramide. comme en caste, comme en Inde avec les castes. Il y a la caste des prolétaires et peut-être des... Non, parce il y a même, quand vous parlez de caste, on peut avoir une caste de forgeron, Oui. on peut avoir une caste de menuisier, on peut avoir une caste de scribes, Oui. ceux-là qui écrivent. Comme Oui, en nous. Égypte, oui. Oui, vous comprenez. Mais c'est sous la forme pyramidale, Oui. parce que le monde est ainsi fait. D'accord. Qu'il y ait monarchie ou pas. Alors, on va prendre la dernière question avant de clôturer cette émission. Que pensez-vous du Bitcoin? Peut-être on parle de la monnaie digitale, entre autres, aujourd'hui, qui commence à prendre de l'ampleur un peu dans le monde, mais néanmoins, on n'est pas encore très utilisé en Afrique. Est-ce que selon vous, ça pourrait quelque part un peu défier peut-être la monnaie courante qu'on utilise comme le franc CFA et peut-être la monnaie occidentale qui, aujourd'hui, a quand même sa place dans le cours des marchés? Oh, certainement, hein, mais je ne vais pas m'aventurer sur ce que je ne maîtrise pas trop. Oui, Je d'accord. vais C'est pas vrai quand même que c'est m'aventurer. très... bon, il y a un regard quand même qui est porté là-dessus, parce qu'il y a, quelque part tout à l'heure, vous allez parler des dominations. Il y a la Russie déjà qui s'adonne déjà à cette monnaie un peu virtuelle, là. Oui, Hein. parce qu'on a parlé également RCA. Oui, un RCA Oui, avec l'IEP, l'IMAL, oui, tout à fait. oui, le Bon, Camerounais. mais puisque je n'ai pas encore expérimenté, Oui. je peux pas Il n'y a pas donner. d'autorisation encore pour l'instant au Cameroun. Oui, je peux pas dire grand-chose là-dessus, parce que ce n'est que ce que Même j'entends. apprécier un peu, peut-être. Apprécier. Pour apprécier, il faut pouvoir avoir utilisé ce type de monnaie. Oui, c'est vrai que c'est pas très utilisé en Afrique. Néanmoins, c'est quand même un peu utilisé, notamment par les traders. On espère qu'avec le temps, on pourra peut-être avoir une monnaie qui pourra aider, peut-être faire revaloriser l'économie du Cameroun. Alors, nous arrivons au terme de cette édition. Professeur, avant de partir, il y a, face à la caméra, vous devez dire quelques mots, quelques phrases à vos étudiants, aux jeunes femmes qui veulent s'engager, qui souhaiteraient peut-être avoir votre grade, faire histoire, devenir professeur titulaire, et aussi aux femmes peut-être entrepreneurs qui quelquefois cherchent un peu une porte de sortie et peut-être un élément qui va booster peut-être leur entrepreneuriat face à la caméra. Quel est le mot, la phrase ou bien peut-être les conseils du professeur Virginie Wayanka? Ce que je puis dire, c'est le travail. Hein. C'est le travail qui est la base de tout. Lorsqu'on veut, il suffit de s'y donner des moyens. Et lorsqu'on travaille véritablement, on atteint les 6000 vies. Voilà. C'est tout, ça s'est limité en quelques phrases. Merci d'être passé chez nous, professeur. On a eu beaucoup de réactions de vos étudiants qui sont très fiers de vous et qui ont dit, voilà, vous lui passez notre bonjour, passez un bon week-end et puis on se dit peut-être à bientôt. Merci. Alors, Merci. nous arrivons donc au terme de cette édition de Talents de femmes qui a reçu aussi notre professeur titulaire, professeur Virginie Wayanka, et qui a justement impacté son milieu par son travail. Elle a parlé de détermination, de travailler dur. Nous, en tant que femmes, on devrait notamment continuer à être déterminés, passionnés et apporter un plus et toujours travailler dans ce domaine intellectuel qui est le leur. Alors, sans plus tarder, restez pour la suite des programmes avec l'émission suivante qui est Palabre des jeunes, où il y a cette jeunesse
jeunesse qui vient s'exprimer sur Info Télévision. Restez sur Info TV, surtout ne bougez pas, les programmes continuent et puis passez un bon week-end et soyez sages, hein.